C'est mon grand plaisir aujourd'hui d'introduire Alexandre David-Uras, donc qui est aujourd'hui chercheur associé de recherche en fait à Howard University en collaboration avec la NASA. Travaille dans le domaine des étoiles massives, ancien étudiant de Nicole et Tony il y a quelques années de cela. A été auparavant, avant de travailler à Howard University, a été postdoctorant à l'Université du Delaware à Newark, a été postdoctorant aussi au Florida Institute of Technology, a complété son doctorat à l'Université Queen's à Kingston, fait sa maîtrise et son bac ici, donc quelques années, il n'y a pas tant que ça, donc c'est mon ennemi un petit peu. Donc, j'espère un jour avoir une carrière aussi fructueuse. Alors, Alexandre, merci beaucoup d'être là, puis je te laisse le plancher. Merci Guillaume, merci à tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être ici, de retour à l'Université de Montréal. Non, je suis de retour là où j'ai étudié. Tout à fait. Vous avez un beau campus maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la variabilité des étoiles massives le long du spectre électromagnétique. Première chose à mentionner, mes diapositives vont être en anglais, mais je vais parler en français, ou à peu près. Ça va peut-être un peu d'anglais, parce que après 12 ans passés à l'étranger, tel l'honorable, Jean Chrétien, j'ai maintenant 2 langues secondes, plutôt que le monde entier. Fait que, OK, commençons avec. C'est l'étranger. Peut-être que je suis un peu trop transparent. Mais là, ça fait quand même longtemps que je suis aux États-Unis. Mais, alright. Fait que, d'abord, pourquoi. Ça veut pas OK, donc pourquoi est-ce que c'est important les étoiles massives? Donc, non, je sais qu'il y a certaines personnes dans la salle qui n'ont pas besoin de justifier le fait de parler d'étoiles massives, mais peut-être pour le reste d'entre vous, je vais quand même mentionner quelques mots. C'est vraiment intéressant, les étoiles massives. Les étoiles qui sont très, très, très intenses comparativement au reste des étoiles. Elles brûlent leur énergie beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, elles vivent beaucoup moins longtemps. Et ça donne lieu à toutes sortes de physiques vraiment intéressantes. Par exemple, donc, en haut à gauche, on a l'exemple de l'étoile Wolf-Rayet avec un vent extrêmement intense. Donc, si vous avez déjà entendu parler du travail de Tony, de Nicole, vous êtes bien au courant de ces étoiles-là, qui interagit aussi avec son environnement. Éventuellement, ces étoiles-là explosent en tant que supernova et vont laisser vont laisser des cadavres vraiment exotiques, donc soit une étoile à neutrons ou un trou noir, donc des objets compacts. Et puis aussi, aux plus grandes échelles, elles vont aussi affecter l'environnement galactique dans lequel elles se trouvent. Donc, en fait, le vent combiné des étoiles massives peut former ce qu'on appelle des superbulles qu'on peut vraiment voir à l'échelle galactique. Donc, leur influence est vraiment très grande. Donc, on va commencer par parler un petit peu des étoiles, étoiles massives et voir qu'est-ce qu'on peut apprendre en les regardant avec différentes sortes d'observations et en se concentrant un petit peu sur leur variabilité. Donc, d'abord, si on regardait c'est quoi notre portrait des étoiles massives à la base, on sait qu'on commence avec un cœur qui est convectif. Donc, le transport d'énergie dans le cœur se fait principalement par la convection. Et par-dessus ça, on va rajouter une enveloppe radiative. Cette structure particulière, comparée aux étoiles moins massives, c'est un peu l'inverse. Donc, si on prend une étoile comme le Soleil, dans le fond, on a un cœur qui est radiatif et une enveloppe qui est convective. Et cette enveloppe convective-là va venir ajouter toutes sortes de complexité à ces étoiles de moindre masse. Donc, quand tu prends de la convection, tu mélanges ça avec la rotation différentielle. On peut créer un dynamo, on crée de l'activité magnétique, il y a toutes sortes de choses intéressantes qui se passent. Par contre, dans nos étoiles plus massives, pendant longtemps, on a pensé, l'enveloppe radiative, c'est pas mal plus simple, il y a moins d'instabilités qui peuvent survenir dans ce genre de milieu-là. Donc, c'est des étoiles qui sont plus simples, c'est des étoiles qui sont plus constantes. On ne s'attend pas à ce qu'elles soient aussi excitantes que les étoiles de faible masse, évolutivement. Mais évidemment, au fur et à mesure qu'on les regarde à travers le spectre électromagnétique, on découvre quelque chose d'assez différent. Donc, d'abord, il y a eu des expériences dans les années 60 où on a envoyé des fusées obtenir des spectres dans l'ultraviolet de ces étoiles-là. Évidemment, l'ultraviolet, ça ne se rend pas au sol, donc il faut absolument faire ça à partir de l'espace. Et donc là, on a un exemple des tout premiers spectres qui ont été observés. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ces spectres-là montrent preuve qu'il y a une enveloppe en expansion autour des étoiles massives, ce qu'on appelle un vent stellaire. Et en fait, très rapidement, on a réalisé que ce vent-là est poussé par la radiation. Et
pas juste la radiation dans le continu, mais c'est le fait que tu as du scattering, la diffusion avec les raies de résonance dans l'ultraviolet qui permet de pousser ce vent-là. Et en fait, c'est un vent qui est très intense. Si on compare, par exemple, au vent solaire, qui lui est poussé par un mécanisme complètement différent, on parle de vents qui sont à peu près 10 millions de fois plus forts. Donc, des vents qui sont denses, qui sont rapides. Donc, déjà, on va rajouter une couche de complexité à notre image initiale. Donc, au-dessus de ce cœur convectif et de cette enveloppe radiative, on a maintenant un vent qui va avoir une influence très importante sur l'étoile. Alors, quand on a commencé à avoir des images un petit peu plus raffinées dans l'ultraviolet, donc ici on a un spectre ultraviolet et on voit une raie un doublet de silicone. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des petites composantes d'absorption qui se rajoutent par-dessus notre spectre qu'on ne s'attendrait pas nécessairement à voir là. Et elles surviennent à la même vitesse par rapport au centre de la ligne dans les deux composantes du doublet. Donc ça veut dire qu'il y a une structure dans notre vent qui est présente. Initialement, on pensait que c'était peut-être des coquilles, mais finalement, quand on a pu avoir des séries temporelles de spectres dans l'ultraviolet, ici, ce qu'on voit, c'est sur l'axe des X, on a encore une fois la longueur d'onde, où on peut aussi considérer ça comme la vélocité. Et sur l'axe des Y, on a le temps. Donc, on peut voir avec le grayscale ici là, que ces composantes d'absorption partent à plus basse vitesse et migrent à haute vitesse au cours du temps. Et puis après ça, ça se répète. Okay? Donc ça, ce qu'on a compris, c'est que ça nous montrait l'indication d'une structure spirale dans le vent. Et puis ça, c'est le portrait qu'on en a fait. Les premiers modèles ont été faits dans les années 90. Et puis, ça, c'était déjà quelque chose qu'on connaissait par rapport au Soleil. C'est une modèle dans les années 80 qui a fait le parallèle, ce qu'on appelle une co-rotating interaction region, en bon français. Mais, donc, ils ont fait des simulations hydrodynamiques où tu places un point lumineux sur la surface de l'étoile. Localement, tu vas avoir un vent qui est plus dense, qui est plus fort. Et puis, éventuellement, pendant que l'étoile fait sa rotation, ça va créer une espèce de structure spirale, comme si tu prenais un rose de jardin. Ça spinait comme ça. Bon, je ne sais plus de tout traduire. Mais donc, l'idée, pourquoi est-ce qu'on voyait ces composantes d'absorption-là migrer au fur et à mesure que le temps avançait? On peut s'imaginer la situation suivante. Donc, on a notre petit bonhomme qui observe ici. Et ce qui va être important, c'est la portion du vent qui est entre le bonhomme et le disque de l'étoile. Et la composante d'absorption, en fait, va être due à l'intersection entre la structure spirale et cette ligne de visée-là. Et donc, ici, on simule une rotation avec des moyens vraiment très... C'est la technologie de pointe en termes de visualisation astronomique. Mais vous pouvez voir que cette intersection-là, elle s'éloigne au fur et à mesure de la surface de l'étoile. Maintenant, si on prend la théorie de comment ces vents-là sont lancés et comment ils accélèrent, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que plus tu es loin de l'étoile, plus tu vas vite. Et donc, si tu intersectes la ligne de visée de plus en plus loin de l'étoile, ça veut dire que tu prends une plus grande vitesse, ce qui explique pourquoi tes structures ou tes composantes d'absorption dans ton spectre vont à une plus grande vélocité au fur et à mesure que tu avances. Puis après ça, dans le fond, une fois que tu as fait une structure spirale, tu arrives, tu pognes l'autre, et c'est pour ça que tu recommences à base de vitesse, que tu fais encore le même trajet. Maintenant, pour essayer de comprendre un peu comment ça marche, une des plus grosses erreurs qu'on pourrait faire en essayant d'interpréter cette image-là, c'est de s'imaginer que c'est purement une question de densité. La réalité, c'est que donc le grayscale ici représente effectivement la densité, mais la surdensité qu'il y a à l'intérieur de ces structures spirales-là n'est pas nécessairement si grande que ça. Il ne pourrait pas à elle seule expliquer le fait d'avoir une composante d'absorption importante comme ça. Donc, en fait, à la place, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as du vent qui est un peu plus lent au sein de cette structure-là. Tu as du vent plus rapide qui va venir taper. Là, tu vas avoir une accumulation de vent tout à la même vitesse. Et c'est ça, c'est le fait d'avoir énormément de matériel à la même vitesse qui va causer ça. Donc, une façon de se le représenter, pourquoi est-ce que le vent ralentit comme ça? Bien, initialement, tu as un spot qui est plus lumineux à la surface de l'étoile. Donc, il peut lancer plus de matériel. Il peut lancer, dans le fond, un vent plus dense localement.
Mais au fur et à mesure que ce vent-là s'éloigne, le spot a l'air de plus en plus petit de son point de vue. Donc, tout le extra driving qu'il y avait de la part du spot, il commence à plus l'avoir tant que ça. Puis, éventuellement, le spot est très petit, puis il reçoit le même driving que le reste du vent. Sauf que là, il y en a trop de matériel, fait qu'il est plus capable d'accélérer comme le reste du vent. C'est pour ça qu'il est ralenti. En plus, par-dessus ça, on rajoute le fait que l'étoile est en rotation, donc il va y avoir un effet de projection aussi, au fur et à mesure que le spot s'éloigne. Bon, maintenant, c'est quoi la cause du spot? Parce que là, je vous ai parlé d'un spot, un peu comme pris pour acquis, mais pourquoi est-ce qu'il y a des spots? Il y a eu plusieurs hypothèses. Il y en a qui ont mentionné les pulsations. Donc, l'idée, c'est que c'était un ensemble de pulsations non radiales. Tu peux potentiellement avoir ce genre de pattern-là qui évoluerait sur le genre de période temporelle qu'on a pour les composantes d'absorption. Donc, typiquement, elles évoluent sur quelques jours. Sauf que, en fait, pour pouvoir faire ça, ça prend une superposition vraiment complexe de pulsations non radiales. C'est pas très pratique, disons. Il faudrait vraiment fine-tuner le modèle pour être capable de reproduire exactement ce qu'on voit. Puis l'affaire que je n'ai pas mentionnée, c'est que ce genre de signature-là, on voit ça dans 97% des étoiles de type OB, donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à ces étoiles-là. L'autre hypothèse, c'était le magnétisme. On a fait différentes expériences dans les 10 dernières années pour essayer de mieux comprendre si c'était vraiment viable comme explication. En particulier, par exemple, pendant longtemps, le portrait de ces affaires-là, c'est qu'il y avait deux spots sur l'étoile. Et là, tu avais la période de rotation, puis tu voyais comme une composante d'absorption, deux composantes d'absorption qui évoluaient comme ça au cours de la période de rotation. Donc ça, c'était comme le portrait typique que les gens avaient dans leur tête. Là, quand tu dis, il y a deux spots, si j'ai un dipôle magnétique, il y a deux spots, fait que ça avait l'air de bien fitter. Fait que les gens ont pensé que c'était peut-être une avenue viable. Mais nous autres, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a pris des observations spectropolarimétriques. On a, premièrement, on a pris 13 étoiles qui étaient bien connues pour lesquelles on avait bien observé ces composantes d'absorption-là. Donc, on comprenait bien. Et on a essayé d'obtenir les meilleures observations qu'on pouvait avec un spectropolarimètre. Toutes des non-détections. Donc, essentiellement, il n'y avait aucune d'entre elles qui était magnétique. Mais on pouvait aussi mettre des limites sur la valeur d'un champ magnétique potentiel qui serait peut-être, mettons, trop faible pour être détecté outright. Fait en mettant ces limites-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on essaie d'imaginer différents scénarios d'interaction entre le champ magnétique et le vent stellaire, puis on essaie de comprendre comment ça pourrait créer ces structures-là, à l'intérieur de nos limites, on a une pas mal bonne confiance que ça ne peut pas être responsable pour ce qu'on voit. Donc, on a essentiellement prouvé qu'un champ à grande échelle ne peut pas expliquer ce qu'on voyait dans l'expérience. L'autre idée qui a été avancée, c'est que c'était des spots magnétiques. Et là, on va rajouter une couche de complexité à notre image des étoiles massives parce que ça a été montré qu'il y a une petite zone dans l'enveloppe radiative de ces étoiles-là où il va y avoir une certaine partie du transfert d'énergie qui se fait par convection quand même. Ce n'est pas de la convection super efficace, mais c'est assez pour disons, introduire une composante de vélocité turbulente dans l'atmosphère et à la surface de ces étoiles-là. Et donc, l'idée, c'est que l'énergie qui venait de ça pouvait éventuellement se transférer en énergie magnétique et tu pourrais avoir des tubes de flux magnétique qui affecteraient à la surface. Maintenant, pourquoi est-ce que ça cause un spot brillant? J'imagine que ceux d'entre vous qui étudient les étoiles de faible masse, vous pensez au Soleil, c'est comme c'est un spot sombre. Mais l'idée ici, en fait, c'est qu'on a un équilibre horizontal de pression à la surface de l'étoile. Et si on a un spot magnétique à la surface, ce qui va arriver, c'est que la pression magnétique va réduire la pression du gaz. Et donc, on a un gaz qui est plus ténu, et donc on peut voir un peu plus profondément dans l'atmosphère de l'étoile. Et à cause de la structure de température, donc la température augmente en allant vers l'intérieur de l'étoile, on voit donc un spot plus brillant. Pour les étoiles moins massives, évidemment, ce qui arrive, c'est qu'on empêche le transfert d'énergie par convection. Donc, c'est un mécanisme complètement différent. OK. Évidemment, beaucoup du travail qu'on a fait par la suite, il y a des contributions très importantes qui ont été faites au Canada et en particulier à l'Université de Montréal. Donc,
parmi les missions photométriques spatiales qui ont vraiment été là, à l'avant-garde de ce genre de choses que je m'apprête à vous montrer. Il y a eu la petite valise, MOST. Il y a eu le petit cube, Bright. Et puis, évidemment, Tony Moffat, dans ses départements, a été très impliqué dans ces missions-là. Donc, on y va une grosse lettre de gratitude par rapport à ça. Donc, on se dit, OK, il y a des spots brillants à la surface des étoiles. À un moment donné, on devrait être capable de les voir. Et ce qui est arrivé, c'est que quand tu prends de la photométrie de très haute précision, ben, en fait, tu vois toutes sortes de petites fluctuations. Donc, ça, c'est un exemple de courbe de lumière qui a été obtenu pour l'étoile Perseus. Super. Donc, ça a été obtenu avec MOST. Et on voit des variations qui arrivent sur une période de temps caractéristique qui semble être liée à la rotation de l'étoile. Donc, ça, c'est du travail qui a été fait par Tegner Ramanatsoa, qui est ici avec Tony. Je pense que je travaille ensemble. Et puis, nous, ce qu'on a fait après, c'est qu'on s'est dit, OK, ben, on va essayer de revisiter les modèles hydrodynamiques et utiliser les contraintes photométriques qu'on a ici. Parce que, dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est quand même des variations de très faible amplitude. Donc, ce que ça nous dit, c'est que tu ne peux pas mettre un énorme spot super brillant sur la surface de l'étoile pour aller créer des structures spirales. En fait, ça nous mettait des contraintes assez importantes sur c'était quoi la taille et le contraste de luminosité de ces spots-là. Donc, on a essayé de créer des simulations qui étaient plus réalistes basées là-dessus. Et en fait, on reproduit qualitativement et quantitativement les composantes d'absorption dans l'ultraviolet qu'on voit à partir de ce genre de spot-là. Donc, dans le fond, on a été capable de relier un petit peu les données photométriques de haute précision dans l'optique avec les spectres dans l'ultraviolet. Alors maintenant, on peut rajouter une autre couche à notre image ici, en rajoutant des structures spirales dans le vent. Bon, ici, j'en ai mis deux. Il y en a peut-être plus des fois, il y en a peut-être moins des fois. On ne sait pas tout. Ça mène aussi à la modulation rotationnelle de ces étoiles-là dans les rayons X. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un exemple, je pense que c'est Zerotox, où on voit que la luminosité dans les rayons X change avec le temps. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des rayons X en premier lieu? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur une petite échelle, il y a des instabilités dans le mécanisme qui crée les vents en premier lieu. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails ici, mais ce que vous pouvez voir à droite, c'est des simulations 2D qui ont été faites assez récemment, il y a 5 ans, qui montrent un petit peu comment ça peut mener à l'émergence de structures à petite échelle dans le vent de ces étoiles-là. Et ces structures-là, ce qui va arriver, c'est que ça va créer toutes sortes de petits chocs dans le vent. Donc, une des choses que nous, on cherche à comprendre, c'est est-ce que les structures spirales qu'on a dans le vent peuvent jouer un rôle dans la rotation, dans la modulation rotationnelle des rayons X. Okay? Donc, l'idée ici, c'est, donc ça c'est juste une de nos simulations. Si on prend juste la surdensité à l'intérieur du ciliaire, on pourrait s'attendre à avoir un certain changement dans l'absorption des rayons X. Et donc, on serait capable de venir voir une certaine modulation rotationnelle. Mais ce changement-là est plus petit que ce qu'on voit dans les vraies courbes de lumière en rayons X. Et aussi, le modèle que vous voyez à droite, c'est quelque chose d'extrêmement simplifié, c'est juste pour un rayon radial. Mais la réalité, c'est qu'il y aurait des effets d'annulation quand on intègre sur tout le volume. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, une partie du travail. C'est la meilleure, hein? On dirait que tu vas te vendre ton livre. Donc, une partie de l'idée ici, c'est de voir c'est quoi le reste de la physique là-dedans qui pourrait expliquer la rotation modulationnelle. Donc, la modulation rotationnelle des rayons X. Et donc, deux idées, là, en plus de la surdensité, ça serait, la possibilité que les chocs, les petites instabilités qui surviennent dans le vent soient inhibés à l'intérieur des structures spirales. Il y a certaines évidences en ce sens. Je vais vous en parler dans les questions, si jamais vous en avez. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer. Et l'autre idée aussi, c'est d'essayer de voir le choc qui se fait quand le vent rapide qui a été produit à l'extérieur des spots rentre dans la structure spirale. Donc, ça aussi, ça devrait créer un choc. Mais ce choc-là devrait être assez
soft. Fait que ça devrait créer des rayons X qui sont de pas trop haute énergie comparé aux autres. Fait que aussi, en allant voir le spectre en rayons X, on peut avoir une meilleure idée de ça. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. L'autre chose aussi qui est bien avec les rayons X, c'est que, dans le fond, comme je vous disais, on a tous ces petits chocs-là qui arrivent dans le vent, ils sont distribués. Puis le modèle le plus simple pour comprendre ça ou pour le modéliser, c'est ce qu'on appelle genre un two fluid scenario. Donc, dans le fond, c'est qu'on a du vent qui est choqué, qui est très, très, très chaud, là, à des millions de Kelvin, distribué un peu partout dans le vent, mais l'ensemble du vent n'est pas choqué, qui en fait est assez froid. Donc, on va considérer que ces petits chocs-là, ils émettent des rayons X, puis le reste du vent l'absorbe. Sauf qu'il va y avoir une direction préférentielle, parce qu'évidemment, notre petit bonhomme, il est d'un bord de l'étoile, pas de l'autre. Donc, dans le fond, ce qui arrive, c'est que les chocs qui s'en viennent dans sa direction, donc le chiffre de place, ça va être chiffré dans le bleu, ces chocs-là sont moins absorbés par le reste du vent que les chocs qui sont dans l'hémisphère en arrière du vent. Donc, la partie redshifted du vent, des chocs, devrait avoir plus d'absorption. Et ça mène effectivement, si on regarde les raies spectrales dans les rayons X, ça mène à une asymétrie et le degré d'asymétrie nous donne une information sur les caractéristiques globales du vent. Donc, ça, c'est un truc vraiment utile qui peut servir à comprendre un peu mieux ces vents-là. Mais ce que je mentionnerai très brièvement, c'est que on a eu des observations qui ont montré que sur l'échelle de 18 ans, deux observations obtenues avec Chandra de la même étoile donnent une solution très, très différente si tu essaies de modéliser les raies de cette façon-là pour obtenir les propriétés ensemble du vent. Et si tu fais juste analyser ça, disons, au premier degré, ça donne un changement du taux de perte de masse de 40 %. Ça, c'est un problème. Pour deux raisons. Premièrement, on sait que les choses peuvent fluctuer un peu sur des périodes, disons, de jours, de semaines. Mais là, on parle de 18 ans. Ça, c'est une autre échelle de temps qu'on n'avait jamais vraiment vérifié avant. C'est pas qu'on trouve le point. Ouais, c'est un peu compliqué, ça. J'ai pas pris le meilleur. En fait, c'est que Tau Star, taux étoile, c'est un paramètre qui va justement un petit peu modéliser cette asymétrie-là dans la ligne. Et c'est pour un ensemble de lignes différentes, puis c'est aussi avec l'opacité selon la longueur d'onde. Donc, en fait, c'est ça. C'est juste qu'on utilise un ensemble de lignes dans les rayons X pour avoir une meilleure compréhension de ce paramètre-là. Et dans le fond, c'est ça. Si on essaie de traduire ça en taux de perte de masse, pour le cycle 1, ça nous donne autour de 2 fois 10 à la moins 6, 1,88 fois 10 à la moins 6, et aussi ça donne 2,47 fois 10 à la moins 6. Ça, c'est en considérant évidemment les changements dans l'efficacité du vecteur. Mais donc ça, on pense que c'est réel si tu crois ce modèle-là. Il y a d'autres groupes qui ont montré qu'en fait, il y aurait peut-être d'autres façons d'expliquer ça. Ça serait peut-être une différence dans la façon dont les chocs sont distribués au sein du vent. Mais d'une façon ou d'une autre, ça nous dit qu'il y a des changements à grande échelle dans le vent sur une échelle de temps d'environ 10-20 ans. Donc ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il faut vraiment qu'on essaie de le comprendre. Bon, alors là, on rajoute nos petits chocs distribués un peu partout dans le vent. On a aussi mentionné la petite zone de convection. Je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement ici, parce que je réalise que je n'ai pas manqué de temps pour ma deuxième partie. Ça, je vais sauter ça un petit peu, mais on pourra en discuter dans les questions ou personnellement, si vous pensez plus tard. Là. Mais il y a d'autres trucs qu'on essaie de voir par rapport à l'émergence de composantes turbulentes de vélocité à la surface, qui pourrait peut-être expliquer l'origine des spots brillants, qui est peut-être relié aussi à la surface, à la zone de convection qui est sous la surface. Donc, il y a plusieurs choses qu'on pourrait mentionner ici. On a un projet aussi qui veut regarder le rôle de la métallicité là-dedans. Je peux vous en parler plus en détail plus tard. OK. Donc là, pour la deuxième partie, je veux shifter un petit peu le focus de mon temps. Puis, dans le fond, là, je vous ai parlé des étoiles massives en général. Mais là, je vais parler des étoiles massives magnétiques. Okay? Tout d'abord, comment est-ce qu'on mesure le champ magnétique d'une étoile? Bien, on utilise l'effet Zeeman. Et l'idée, c'est que la présence d'un champ magnétique externe peut lever la dégénérescence des niveaux d'énergie avec un différent nombre quantique magnétique.
Et donc, ça fait que quand tu as des transitions, ça peut donner un splitting de raies. Maintenant, si tes raies sont très étroites, c'est quelque chose que tu peux mesurer directement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est observé dans une étoile de type A, donc un petit peu moins massif que les étoiles dont je vous ai parlé principalement aujourd'hui. Et on peut voir effectivement plusieurs composantes. Donc, ici, on a un display. Ici, je pense qu'on a comme quelque chose. Mais ce qui arrive, c'est que dans les étoiles massives, en fait, leurs raies sont très, très larges pour différentes raisons. Il y a de la rotation qui rentre là-dedans. Il y a aussi quelque chose qui est rattaché un peu à la turbulence dont je vous parlais. Donc, essentiellement, les raies sont beaucoup plus larges que le chiffre qu'on s'attendrait à avoir à cause de l'effet estimable. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait plutôt, c'est que les transitions ici n'ont pas toutes la même polarité. En fait, cette transition-là, dans le milieu, elle n'aura pas de polarité. Mais ces deux transitions-là vont avoir une polarité circulaire et chacune de ces polarités-là va être inversée. Donc, si on prend ce qu'on appelle le paramètre de Stokes V, qui est une polarité circulaire moins l'autre, ça devrait nous donner une espèce de genre de truc que tu vois sur un électrocardiogramme. Et effectivement, on retrouve des signatures en Stokes V si on fait des mesures de très haute précision dans ces étoiles-là. Donc, c'est essentiellement comme ça qu'on peut, détecter la présence d'un champ magnétique, et ensuite, on peut aussi le quantifier. Puis, si on obtient plusieurs phases au cours de la période de rotation, on peut vraiment essayer de caractériser le champ magnétique des étoiles. Maintenant, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Une chose que je devrais mentionner, c'est que, bon, déjà, les étoiles OB, c'est genre moins de 1% de toutes les étoiles. Les étoiles OB magnétiques, c'est 10% de toutes les étoiles OB. Donc là, ça commence à faire beaucoup, mais c'est quand même super intéressant parce que, pour des raisons qui vont devenir évidentes bientôt, ces étoiles-là gardent plus de masse que les autres. Les autres perdent énormément de masse avec leur vent au cours de leur vie, mais celles-là en conservent plus. Donc, elles ont le potentiel d'avoir des phénomènes encore plus extrêmes à la fin de leur vie. Donc, elles sont proposées comme étant de possibles précurseurs ou supernova à instabilité de Terre. Et c'est aussi potentiellement les précurseurs de magnétors. Ça, ça a été un lien qui a été proposé. Et finalement aussi, si on pense, récemment, la détection de ondes gravitationnelles, c'est plus si récent, mais les premières ondes gravitationnelles qui ont été détectées, donc on parlait de la coalescence de deux trous noirs de 36 et 29 fois la masse du Soleil. Mais les modèles d'évolution d'étoiles massives dans un environnement comme celui de la Voie lactée ne permettent pas d'avoir des trous noirs aussi massifs que ça. Donc, il faut trouver un moyen de garder plus de masse afin qu'ils puissent se former. Évidemment, une façon de le faire, c'est dans des environnements à plus faible métallicité, comme les nuages de Magellan. Mais une autre façon de le faire dans la Voie lactée, ça serait d'avoir un champ magnétique. Bon. Ce qu'on connaît des étoiles massives magnétiques, il y a beaucoup de grands efforts observationnels. Je vous mets juste une petite liste ici, ce n'est pas super important. Peut-être la chose à retenir, c'est que les acronymes sont toujours vraiment forcés. C'est une constante ça, en astronomie, je pense, mais gardez ça en tête. Quelles sont les propriétés générales des étoiles massives magnétiques qu'on voit? Ben, comme j'ai mentionné, à peu près 10% ou un peu moins des étoiles de type O, B et A ont des champs magnétiques détectables à leur surface. Je mentionne leur surface parce qu'en fait, on pense maintenant de plus en plus que dans leur cœur, c'est possible qu'il y ait des champs magnétiques très forts. Et en fait, c'est pas si surprenant que ça, parce qu'on sait que leurs cœurs sont convectifs. Donc, ça se peut que, similaire à ce qui se fait à la surface des étoiles de faible masse, il y a quelque chose de semblable qui se passe dans le cœur des étoiles massives. Les propriétés magnétiques semblent essentiellement décorréler des propriétés stellaires, ce qui est quand même quelque chose d'un peu surprenant. Si on pense encore une fois aux étoiles de faible masse, on sait que la rotation va avoir un effet très, très important sur le magnétisme. Donc, on va avoir une corrélation très forte entre l'activité magnétique et la vitesse de rotation. Ça, c'est pas vrai parmi les étoiles massives. Et finalement, les champs sont forts de l'ordre de quelques kilogauss, sont généralement simples. Donc, on parle plus ou moins d'un dipôle, à quelques exceptions près, et stable sur des périodes d'années à décennies de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, on a parlé du vent des étoiles massives. Ce vent-là est ionisé. Donc, en présence d'un champ magnétique, évidemment, ça va créer une interaction importante et ça mène à la formation de structures autour de l'étoile qu'on appelle des magnétosphères.
Donc, essentiellement, on a nos lignes de champ magnétique. On a une compétition entre le champ magnétique et le vent. Donc, tu as l'énergie cinétique du vent qui veut juste envoyer le vent loin de l'étoile. Tu as l'énergie magnétique qui va vouloir garder ce vent-là pris. Et à un moment donné, le vent va gagner parce que l'énergie magnétique diminue plus rapidement là, avec le rayon que l'énergie cinétique du vent. Mais ça se fait à une région qu'on appelle le rayon d'Albert. Donc, en dedans du rayon d'Albert, on s'attend à pouvoir trapper le vent, le garder. Et ce qui arrive, donc, tu as du vent qui est mis à chaque hémisphère magnétique. Il arrive comme ça, il est pogné par les lignes de champ magnétique, il choque autour de l'équateur, ça crée plein de rayons X. Éventuellement, il se refroidit et il retombe. Ça crée toutes sortes de structures très dynamiques. Mais c'est essentiellement ce qui arrive dans cette région-là. Et dans les régions de le champ où le vent réussit à déchirer les lignes de champ, ben là, du vent plus ou moins. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'axe de rotation n'est pas nécessairement toujours aligné avec l'axe de champ magnétique. En fait, en général, il n'est pas. Donc, ça veut dire qu'au cours d'un cycle de rotation, ta ligne de visée avec la magnétosphère va changer. Ce qui veut dire que tu t'attends à ce qu'il y ait plein de différentes observations dans le spectre électromagnétique qui changent avec le temps. Une autre chose importante à mentionner, c'est que la rotation peut aussi être importante. Donc, si on a une rotation très rapide, tout le matériel qui est pogné dans les lignes de champ fermées, il est en rotation avec la surface en co-rotation avec la surface de l'étoile. Mais s'il est suffisamment loin, si le champ magnétique est très fort, il peut obtenir du matériel de vent très très loin. Ce matériel-là peut éventuellement se ramasser à avoir un support centrifugal. Et donc, ça va créer, plutôt que de retomber sur la surface de l'étoile, ça va créer une espèce de région très, très, très dense. Et ça aussi, ça va avoir un effet sur ce qu'on voit. Maintenant, j'ai mentionné que c'était important le magnétisme sur l'évolution de ces étoiles-là. Donc, en retenant une bonne partie du vent et en l'empêchant de s'échapper, ça veut dire que ici à gauche, par exemple, on regarde sur l'axe des X un peu l'évolution dans le temps de l'étoile. Sur l'axe des Y, sa masse. Donc, si on a différents modèles là, avec masse initiale de 40, 60, 80 fois la masse du Soleil. Et les différentes lignes pour chaque, ça représente le champ magnétique. Donc, la ligne qui n'est pas colorée du tout, la plus basse, c'est quand tu n'as pas de champ magnétique. Donc, dans le cas, par exemple, d'une étoile de 80 masses solaires, elle finit sa vie sur la séquence principale à peu près 50 masses solaires. Elle perd quasiment la moitié de sa masse au cours de sa vie. Mais si tu rajoutes un fort champ magnétique, tu vois que tu peux réduire ça énormément. Tu peux finir à 70 masses, pas la masse du Soleil. Donc, dans le fond, tu retiens beaucoup plus de masse. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait par rapport aux ondes gravitationnelles. On a aussi un effet où tu ralentis la rotation. Ça aussi, ça peut devenir très important. Je vais sauter un petit peu des slides ici, là, parce que je vois qu'on va manquer un petit peu de temps. Mais il reste des questions très importantes sur la formation et l'évolution de ces champs magnétiques-là. Donc, en fait, on ne sait toujours pas d'où ils viennent. On ne sait pas pourquoi il y a seulement 10 des étoiles qui les ont. Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées. Il y en a une qui est très populaire ces temps-ci, que c'est des étoiles qui, en fait, fusionnent. Et effectivement, ce serait peut-être une façon potentielle de faire ça. On a beaucoup de preuves que, comme quoi, ça ne peut pas être la seule façon de faire. Parce qu'on a certains objets qui ne peuvent pas s'expliquer de cette manière-là. Dans les 10%, il y en a, mais c'est extrêmement rare. Donc, je veux dire, les meilleures contraintes qu'on a sur l'incidence de magnétisme dans les lunaires rapprochés, c'est maximum 2%. Donc, c'est complètement différent. Mais il y a plusieurs scénarios qui peuvent expliquer ça. Évidemment, l'idée des fusions d'étoiles, c'en est une. Mais il y a aussi potentiellement de la dissipation de champ magnétique par l'effet de force de marée qui pourrait expliquer ça. Donc, il y a différents scénarios là. Aussi, ce qu'on réalise, c'est que ces étoiles-là, dans le fond, les champs magnétiques qu'on observe, ils ont une certaine distribution au niveau de leur force. Cette distribution-là, elle est tronquée, elle s'arrête à peu près à 300 Gauss. Peut-être même 100 Gauss, ça dépend des observations qu'on utilise. Et après ça, il y a une autre zone, une autre région où on voit des champs ultra faibles. Entre les deux, il y a comme rien. Il faut essayer de comprendre d'où ça vient, ça. C'est ce qu'on appelle le désert magnétique. Il y a aussi des questions sur l'évolution du champ lui-même. Est-ce que tu as de la dissipation ohmique? Est-ce que tu as d'autres trucs qui surviennent au cours de
Bon, donc là, je veux juste embarquer un petit peu dans les différents diagnostics qu'on a pour ces étoiles-là. Un diagnostic important, c'est la photométrie dans l'optique. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à cause de ce qu'on mentionnait, le fait que tu as une magnétosphère, mais que tu la vois d'un angle différent au cours de la différentes phases de rotation, ça mène à une modulation rotationnelle de l'état courbe de lumière. Aussi, dans le cas des étoiles un peu moins massives, les étoiles de type A ou tardives, on a aussi des spots à la surface de l'étoile qui sont causés par les champs magnétiques. Donc, tout ça, ça va mener à des signatures de modulation rotationnelle. On a effectivement trouvé une nouvelle étoile magnétique de cette manière-là. Il y a toutes sortes d'autres choses qui sont affectées aussi. Par exemple, on peut avoir une émission qui est très importante dans la période de H-alpha. En ultraviolet aussi, ça va complètement changer la morphologie des raies de résonance et il va aussi y avoir une modulation rotationnelle, donc on va voir beaucoup de variabilité. Je n'entrerai pas trop dans les détails parce que je manque un petit peu de temps. Ce que je mentionnerai, c'est qu'on a formé une collaboration spécifiquement pour étudier ça. Encore une fois, j'ai mentionné les acronymes un petit peu intenses qu'on peut avoir en astronomie. Donc, avec un peu de chance, vous ne me jugerez pas trop sur celui-là. Je pense qu'il est pas mal par for the course, comme on dit en anglais, comparé aux autres. Mais en gros, donc, on a à peu près 65 à 70 membres. Et donc, c'est une collaboration qui roule depuis quelques années déjà, puis on s'attend à avoir encore pas mal de résultats. Ouais, je vais sauter par-dessus pas mal de choses, mais je vais juste mentionner qu'on a vraiment différentes sortes de morphologie courbe de lumière, donc il y a vraiment différents phénomènes qu'on peut voir. On peut aussi comparer leur rotation à celle des étoiles non magnétiques, puis on voit qu'il y a des propriétés différentes. Encore une fois, vous pouvez me poser des questions là-dessus si ça vous intéresse. Un exemple vraiment intéressant qui challenge l'idée des fusions, c'est qu'on a trouvé un système binaire de deux étoiles jeunes. Leur orbite est circularisée et elles ont à peu près exactement la même masse, mais il y en a une qui est magnétique et l'autre qui n'est pas. Fait que basé sur leur âge, leurs caractéristiques orbitales, c'est extrêmement difficile de concevoir que l'étoile magnétique vient d'une fusion de deux étoiles parce que dynamiquement, ça marche. Donc, en ce moment, ce qu'on est en train de faire avec ce projet-là, c'est qu'on veut faire une étude de population. Donc, on veut prendre toutes les étoiles que l'on connaît comme étant magnétiques versus toutes les autres étoiles, puis regarder leurs caractéristiques de variabilité dans leur photométrie optique, voir si on est capable de discerner des patterns. Donc, entre autres, bon, quelle fraction des étoiles ont de la modulation rotationnelle? Est-ce qu'elles sont toutes magnétiques? Ben non, probablement pas. On a différents contaminants, entre autres. Mais essayer de comprendre est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques à la modulation rotationnelle des étoiles magnétiques qui font en sorte qu'on pourrait éventuellement trouver d'autres de cette manière-là. C'est du travail que j'ai fait avec les étoiles à la NASA. Donc, je vais sauter un petit peu ces détails-ci. On a beaucoup de signaux aussi qui peuvent se confondre avec ce qu'on s'attend de la part des étoiles magnétiques. Donc, par exemple, certaines binaires pourraient avoir des courbes de lumière qui ressemblent à ce qu'on s'attend de la part des étoiles magnétiques. Donc, ça, c'est aussi une autre chose qu'on essaie de trouver des moyens de distinguer ces différents signaux-là. On vient juste de soumettre un proposal à la NSF pour essayer d'obtenir beaucoup de spectrométrie afin de voir si on est capable de discerner ces signaux. Et donc, je vais terminer avec une petite wish list essentiellement de qu'est-ce qu'on pourrait vouloir comme observation dans le futur pour avancer ce travail-là. Donc, premièrement, au fur et à mesure qu'on voit de plus en plus d'étoiles qui ont des courbes de lumière qui montrent la modulation rotationnelle, on veut éventuellement faire un follow-up et avec la spectrométrie, éventuellement encore mieux avec la spectropolarimétrie pour essayer vraiment de détecter et caractériser leur champ magnétique et d'augmenter nos statistiques. Donc, évidemment, quand on parle d'augmenter les statistiques, si on parle des étoiles magnétiques, il y en a que 12. Donc, chaque nouvelle étoile amène déjà pas mal d'informations et on veut vraiment essayer de grandir cet échantillon-là. Éventuellement aussi, on a parlé un petit peu de spectroscopie ultraviolette, et à quel point c'est important pour comprendre l'humain. Non, on fait face à un peu de problème. En ce moment, Hubble est pas mal le seul instrument qui peut nous donner des spectres ultraviolets de qualité qui nous informent vraiment sur ces bancs-là. Hubble, il a fait une bonne job, mais on ne sait pas combien de temps il va tenir. Puis, à partir du moment où il n'y a plus Hubble, ben, on est un petit peu dans le noir, dans l'ultraviolet, parce qu'on
On n'a plus vraiment de capacité dans cette région-là du spectre électromagnétique. Éventuellement, il va y avoir le pouvoir. Il y a eu plusieurs plus petites missions qui ont été proposées. Puis, évidemment, c'est vraiment important d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait remplir ce gap-là de façon pas trop dispendieuse et assez rapide. Et finalement, une chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'il y a plusieurs considérations quand on veut observer la variabilité des étoiles OV. Et en particulier, il y a l'idée de cadence versus le baseline temporel. Donc, des fois, c'est bien de regarder très souvent une étoile, mais ça peut être aussi bien de la regarder pendant longtemps. On a vu l'exemple avec Chandra et Zelapa, où des observations obtenues à 18 ans d'intervalle nous ont révélé quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc, de pouvoir avoir cette capacité-là d'observer des étoiles plus longtemps dans le temps, avec des instruments qui sont bien calibrés, pour pouvoir faire des comparaisons directes, c'est super important. Donc, d'avoir une espèce de suite d'instruments qui couvrent le spectre électromagnétique et qui permettent d'aller chercher chacune de ces échelles de temps-là. C'est vraiment ce qui nous permet de pousser ce travail-là par l'avant. Et aussi, une chose que je mentionnerai, c'est que c'est bien les grands télescopes, puis évidemment, le travail qui est fait là-dessus, les ressources qui sont mises là-dessus. Mais des fois, un petit télescope un peu plus dédié pour lequel tu peux vraiment obtenir les observations que tu veux, ça peut faire vraiment une grosse différence. Donc, je pense, notamment, on parlait de MOST et Bright tantôt, je pense que ça fait dans cette catégorie-là. Donc, je veux aussi vous encourager à penser à ce genre d'instrument. Donc, avec ça, je vais vous remercier pour votre attention.